Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Vous marchez avec toute la gauche à 14 heures à Paris contre la vie chère et l'inaction climatique. Quels critères vous permettent de dire ce soir si cet événement est un succès? Alors c'est déjà un succès parce que nous sommes 25 organisations qui appelons à cette marche et je crois que le nombre d'associations, de syndicalistes, 700 syndicalistes qui appellent à cette marche. Pas la CGT, pas la CFDT, enfin pas les centrales principales, je le précise. Oui, mais ne vous inquiétez pas qu'il y aura beaucoup de syndicalistes. La preuve, c'est cet appel de 700 syndicalistes, de personnalités qui ont appelé à cette marche, dont une de nos fiertés quand même, Annie Ernaux, qui est devenue prix Nobel de littérature pour notre plus grand bonheur. Eh bien, je crois que rien que l'appel de cette marche montre que déjà nous avons fait quelque chose qui est assez historique. Et donc, j'espère que nous serons très nombreux et nombreuses à nous retrouver à 14h, place de la Nation. C'est-à-dire que les chiffres ne comptent pas. En mars dernier, par exemple, vous revendiquez 100 000 personnes à Paris lors d'un meeting parisien de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça peut être autant ? Je pense même que ça peut être plus. Je vous explique pourquoi on a des indicateurs quand même, notamment le nombre de gens qui s'inscrivent dans les bus et donc qui viennent des différents endroits du pays. 80 bus. Aujourd'hui, non, même plus, je crois qu'on est à 120 si je ne me trompe pas. Mais nous avons aujourd'hui plus de personnes qui sont inscrites dans les bus pour venir à cette marche que ce que nous avions lors de la présidentielle, qui est quand même un indicateur de la présence et du nombre que nous pourrions être. Et je crois qu'on a vraiment besoin d'avoir un grand rapport de force populaire face à la politique de maltraitance sociale et écologique de ce gouvernement. Les services de renseignement attendent plutôt 30 000 personnes et surtout quelques centaines de black blocs ou de casseurs potentiels. Est-ce que c'est une crainte que vous avez, d'être débordé en quelque sorte par Non, on l'a toujours dit, on veut des manifestations qui soient non violentes, notamment pour que les familles puissent venir. Nous, on aime les manifestations, on peut venir avec ses enfants, avec les poussettes qui donnent aussi une ambiance festive et déterminée à la marche que nous voulons faire. Je l'ai dit plusieurs fois, ce sont souvent les ordres qui sont donnés à la police et les techniques de maintien de l'ordre qui créent des problèmes dans les manifestations. La France a été pointée plusieurs fois sur la question du maintien de l'ordre. Je pense notamment à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Donc j'ose espérer que cette fois-ci, les ordres seront de faire en sorte que la manifestation se passe bien. C'est le même préfet de police qu'à l'époque des Gilets jaunes, c'était Didier Lallemand, maintenant c'est Laurent Nunez. Il y a un changement dans le rapport que vous avez avec lui par rapport à... J'ose espérer, les organisateurs de la marche l'ont rencontré et en tout cas on a l'air de pas être sur la même technique de brutalité que ce qu'avait Monsieur Lallemand, dont nous avions demandé maintes fois la démission. Mais vous dites que s'il y a de la casse, c'est la responsabilité de la préfecture. Écoutez, nous, on a souvent reproché à la France de ne pas participer à un groupe en Europe qui est un groupe de réflexion sur les gestions pacifiques de foule. On sait très bien faire, y compris même lorsqu'il y a des personnes qui sont violentes. Dans beaucoup de pays, on sait très bien faire pour qu'on puisse écarter les personnes violentes sans gazer indistinctement tout le monde, sans matraquer indistinctement tout le monde. Donc, si le maintien de l'ordre est bien fait, oui, normalement, la police sait faire pour que des manifestations ne soient pas impactés et ne puissent pas aboutir à des drames comme on l'a vu notamment avec des personnes éborgnées ou des personnes qui perdaient leurs mains, ce qui est quand même la honte dans notre pays. 120 bus affrétés, du covoiturage aussi, tout le monde arrive à trouver de l'essence ? On espère on puisse arriver de toutes les manières possibles, mais généralement les gens s'organisent, oui, pour pouvoir y arriver. Vous comprenez d'ailleurs que la grève se poursuive, que la CGT continue à appeler à la grève, alors même qu'il y a un accord sur la table, que les deux syndicats majoritaires chez Total Énergie le signent et que la direction a fait des propositions, 5 à 7% d'augmentation, ce qui est bien plus que dans tout un tas d'entreprises et notamment dans le service public. L'État là-dessus n'est pas le meilleur employeur en la matière. Non seulement je comprends, mais je salue Vous dites qu'ils doivent continuer ? Je salue le fait que, si les grévistes le souhaitent, qu'ils continuent cette grève. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce pourquoi se battent les grévistes aujourd'hui des raffineries, c'est pour des questions d'augmentation de salaire. Et encore, quand je dis augmentation de salaire, je suis gentille parce que quand vous regardez une inflation à 6, 7, 10%, en fait, ils se battent pour ne pas perdre du salaire. On n'est pas à 10% en France, je le précise. Non, pas pour l'instant. Mais je le dis pourquoi ? Parce que vous avez vu que ce mouvement est en train de faire tache d'huile. Vous avez vu dans le secteur nucléaire, les transporteurs routiers qui annoncent un mouvement mardi et beaucoup d'autres secteurs qui commencent à s'y mettre, la RATP, la SNCF. Si à Total Énergie, où le patron n'a attendu personne, le PDG, M. Pouyanné, pour s'augmenter de 52% son salaire, c'est-à-dire arriver un vote des actionnaires, à 6 millions de rémunération, soit 312 années de SMIC. Mais si à Total, ils n'obtiennent pas des augmentations de salaire, qui les obtiendra dans le pays ? Ils les ont 5 à 7% d'augmentation. Oui, mais si sur la rémunération de Patrick Pouyanné, et je vous arrête, et comme ça, on peut avancer aussi sur le débat. Il avait renoncé à sa part variable en 2020, il avait donc baissé son salaire en année de crise, il avait réaugmenté
augmenté en 2021 et c'est voté par les actionnaires. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, que les salariés aient leur mot à dire quand un patron s'augmente, qu'à l'inverse, comme un patron augmente ses salariés, que les salariés votent les rémunérations des dirigeants? Nous, on souhaite même que la rémunération des dirigeants soit liée à celle des ouvriers. On va pas me faire pleurer sur quelqu'un qui gagne 6 millions par an et qui en plus refuse des augmentations de salaire aussi fortes. Il demande 10%. C'est pas quand même extraordinaire de donner 10% dans une entreprise qui a fait 16 milliards de bénéfices en 6 mois. Donc je le redis, si les ouvriers de Total n'arrivent pas à obtenir des augmentations de salaire, personne ne les aura dans le pays. Ils se battent Donc pour les autres. C'est une grève d'intérêt général. Ils se battent pour les autres. Juste, je veux vous alerter sur un fait qui est quand même passé un peu sous les radars. Moi, j'ai été soutenir des ouvriers d'une raffinerie qui me disaient, nous, avec les fumées qu'on inhale, on a 7 ans d'espérance de vie en moins. Et l'ouvrier me l'a dit comme ça. Ça vaut combien cette année de vie en moins? Ça vaut combien? Je pense que c'est quand même une question qu'il faut se poser. Ils se battent pour les autres? Bien sûr. Vous souhaitez que les salaires soient augmentés dans d'autres entreprises de 5 à 7%? Si Emmanuel Macron et son gouvernement avaient accepté nos amendements sur la hausse du SMIC et donc la hausse de l'ensemble des salaires dans ce pays en juillet, on n'en serait pas à cette situation de chaos. Le gouvernement dit entreprise par entreprise ou branche par branche. Ah oui, à la fin, on arrive au seul moyen de faire, c'est-à-dire un rapport de force, puisqu'ils refusent l'augmentation du SMIC pour l'ensemble des salariés de ce pays. Il y a une grève chez EDF. L'entreprise bientôt publique a annoncé que le calendrier de maintenance était notamment retardé, 5 réacteurs qui rouvriront plus tard. Est-ce que c'est raisonnable, ça, alors que les Français s'inquiètent, ne savent pas comment ils vont pouvoir passer l'hiver? Mais comment faire autrement? Comment faire autrement lorsque ce gouvernement n'entend rien ni personne? Je veux dire, des augmentations de salaire, c'est des demandes qu'on fait depuis extrêmement longtemps. Une des revendications de notre marche d'aujourd'hui, c'est justement ces augmentations de salaire qui permettent, et je me permets de vous alerter dessus, de relancer la consommation populaire. On en a besoin impérativement en ce moment, et quand certains sont en train de se gaver comme jamais, c'est indécent que d'autres soient plongés dans la pauvreté, y compris en travaillant. Ça veut dire qu'il fallait quoi? Une conférence sur les salaires, comme oui, le demande d'ailleurs le RN, hein. Le RN le demande également. Oui, écoutez, c'est pas parce que le RN dit qu'il pleut pas, hein. Enfin, mais nous on le demande et on l'a demandé à l'Assemblée. Et je rappelle juste que le Rassemblement national a voté contre l'augmentation du SMIC avec les macronistes. Donc c'est bien qu'ils demandent des choses, c'est mieux de faire les actes avec. Mathilde Panot, présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée, invitée du 8h30. On s'interrompt juste le temps du fil info. 8h40, voici Diane Ferchit. La Première ministre Elisabeth Borne s'exprimera ce soir à la télévision au sujet de la pénurie de carburant. La situation qui est un petit peu mieux ce matin au niveau national. C'est désormais un peu plus d'une station sur 4 qui manque d'au moins un carburant, alors que 5 sites du groupe Total Énergie sont toujours en grève. Une mobilisation conséquente des forces de l'ordre cet après-midi à Paris pour encadrer la marche contre la vie chère et l'inaction climatique organisée par la NUP. Les services de police craignent la présence de manifestants de l'ultra-gauche. 2000 policiers et gendarmes seront déployés. Une jeune femme d'une vingtaine d'années principale suspecte dans l'enquête sur le meurtre d'une adolescente de 12 ans. Son corps a été découvert dans une malle au bas de son immeuble à Paris. Vendredi soir, 5 personnes au total sont en garde à vue. Dans la région russe de Belgorod, région frontalière avec l'Ukraine, au moins 11 personnes sont mortes, 15 autres blessées lors d'une fusillade sur un terrain militaire russe. Les autorités russes dénoncent un attentat. France Info. Le 8h30 France Info, Neil Alatrousse, Laurent Sénéchal. Toujours avec Mathilde Panot, présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée. Vous marcherez donc avec vos partenaires de gauche cet après-midi à Paris. Est-ce que, on parlait tout à l'heure du succès éventuel de cette marche, est-ce que ça va vous permettre aussi peut-être de tourner la page des affaires Caténins, etc., qui ont un peu pollué votre débat? En fait, c'est pas une question de tourner la page. Nous, contrairement à beaucoup d'autres, et peut-être est-ce pour ça aussi qu'on en parle, nous prenons au sérieux la question des violences sexistes et sexuelles. Nous avons une cellule à la France Insoumise, qui est une cellule qui accompagne et qui écoute les femmes. Elle n'est pas parfaite, mais nous essayons toujours de faire mieux. Donc c'est pas que ça nous permet de tourner la page, puisque c'est quelque chose, les violences sexistes et sexuelles qui traversent la société, que nous continuons à regarder en face avec sérieux. Mais je pense que nous sommes dans un moment où des millions de gens dans le pays vont se demander comment est-ce qu'ils vont devoir choisir entre remplir leur frigo, payer leur loyer, payer leur facture d'énergie ou payer la cantine à leurs enfants. Et donc que c'est important face à l'offensive que mène Emmanuel
Emmanuel Macron qu'il y ait une réponse forte et qui emporte dedans aussi, y compris les droits des femmes, évidemment. Ma question s'adressait aussi indirectement à Jean-Luc Mélenchon, en quelque sorte, parce que c'est lui qui est revenu sur cette affaire à chaque fois. Est-ce que vous lui dites aussi à Jean-Luc Mélenchon, parlons d'autre chose maintenant? Eh bien, c'est notamment Jean-Luc Mélenchon qui avait proposé cette marche, même si cette marche appartient maintenant à l'ensemble des organisations qui y appellent et même au peuple. Donc non, je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon parle que de ça. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on écoute Jean-Luc Mélenchon aussi sur ce qu'il demande depuis des mois. Par exemple, le blocage des prix à la baisse qui permettrait de retrouver de l'air pour des millions de personnes. L'augmentation des salaires, la taxe sur les superprofits. Et oui, mais qui n'a amené à aucun débat. Qui est toujours d'actualité. Aujourd'hui, reste des sujets qui sont toujours sur la table. J'imagine feront partie du contre-budget que vous présenterez avec la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Reprise des débats lundi, justement, sur le budget. Plusieurs amendements adoptés jusqu'ici contre l'avis du gouvernement. Une exit taxe pour les chefs d'entreprise qui quittent la France, un autre amendement pour taxer les surdividendes et des débats à venir a priori lundi sur le rétablissement de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, et sur une taxe sur les superprofits. Bon, si tout ça est adopté, vous votez le budget. Bon, je suis pas sûre parce qu'il reste quand même des mesures austéritaires, mais c'est intéressant ce qu'on gagne. D'abord, c'est intéressant parce que ça montre un état de la Macronie façon puzzle. Vous avez sur la question des superdividendes ou de l'exit tax des députés Renaissance qui l'ont voté, et ça a été proposé souvent par des alliés de... C'est un député Modem, par exemple, qui a proposé la taxe sur les superprofits. Exactement, sur les superdividendes. Voilà. Donc, qui sont des alliés normalement des macronistes. Donc, ça montre quand même le fait qu'ils sont complètement divisés sur cette question-là et qu'ils ont un problème sur cette question. Mais alors pourquoi il n'y a pas de majorité pour voter le budget? Deuxième chose, sur l'ISF, on verra si on en discute lundi. Il se trouve que la Première ministre va parler dimanche, ça ne vous a pas échappé. Ce soir, oui. Dimanche, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. et qu'elle brandit la menace depuis plusieurs semaines d'un 49-3. Et ce qui s'est passé à l'Assemblée vendredi soir me fait penser que peut-être nous n'en discuterons pas et qu'ils ne veulent pas justement qu'on gagne sur cette question. Que s'est-il passé vendredi soir? Des débats qui se prolongent. Il y avait l'amendement qui allait arriver sur l'impôt de solidarité sur la fortune. Il se trouve que d'un coup, dans les 20 dernières minutes de séance, il y a deux suspensions de séance qui sont demandées par les macronistes, et ensuite des explications extrêmement longues du ministre qui avait en quelque sorte... On avait un peu l'impression qu'il gagnait du temps. J'ai demandé un prolongé des débats pour pouvoir terminer un article, ce qui se fait assez régulièrement, d'autant plus lorsqu'on veut avancer sur un texte. Ça m'a été refusé. C'est-à-dire, vous voulez dire que le gouvernement... parce que je pense qu'il craignait que nous rétablissions que ça soit voté. C'est-à-dire que le gouvernement ne veut pas que l'ISF soit rétabli et qu'il ait à réécrire un texte à présenter en 49.3 dans lequel il resupprime en quelque sorte, symboliquement, cet impôt de solidarité sur la fortune. C'est le symbole de leur politique pro-riche. Cela dit, le gouvernement n'a pas d'autre choix que d'aller vers le 49.3, puisque vous nous dites qu'en l'état du texte, ça reste un budget austéritaire, vous ne le votez pas. Hier, Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée RN, ne le vote pas non plus. Donc il n'y a pas de majorité pour faire voter ce budget, même amendé par les oppositions. Le gouvernement n'a de toute façon pas d'autre choix que de proposer un autre texte via le 49.3 pour essayer de le faire adopter. Bah si, il pourrait. Si par exemple avec les LR, ils s'étaient entendus, ou s'ils avaient pris des amendements des uns et des autres au lieu de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de passer en force de manière extrêmement autoritaire. Les débats ont lieu, mais ils ne vous écoutent pas. Il y aurait pu avoir autre chose. En fait, quel est le problème? Le problème, c'est que la Macronie fait toujours comme si elle était majoritaire absolue à l'Assemblée nationale, donc continue à n'écouter ni rien ni personne. Eh bien, ça ne fonctionne plus. Et notamment, le vote des Français et des Françaises a été de donner cette Assemblée nationale qui leur supprime cette majorité et qui leur enlève en fait la confiance dans le programme présidentiel qu'ils portaient. Donc, ils doivent acter le résultat des élections et faire en sorte qu'on ne gouverne pas ce pays à coup de 49.3. Il n'y a pas de majorité alternative à ce stade. Donc le 49.3 est la seule. Non, il n'y a pas de majorité alternative à ce stade, mais c'est à eux ils doivent s'en prendre à eux-mêmes. Hein. Jean-Luc Mélenchon lance un défi ce matin à Emmanuel Macron, en quelque sorte, dans les colonnes de Ouest France. Qu'est-ce qui le retient de dissoudre, dit-il? Vous voulez la dissolution de l'Assemblée? C'est ce que vous jouez? C'est pas ce qu'on veut, mais à un moment, quand on se retrouve dans une impasse, on va pas avoir 49.3 sur le budget, 49.3 sur le budget de la sécurité sociale, qui est le plus gros budget français quand même, je le rappelle, 49.3 sur les retraites, réforme des retraites, sur lequel 8 Français sur 10 sont opposés.
on va pas avoir des 49.3 et des passages en force à tout va. À un Donc moment, la dissolution, lorsqu'on est dans une impasse, inévitable. Lorsqu'on est dans une impasse, moi j'avais dit le temps politique est devenu un compte à rebours de la dissolution. Lorsqu'on est dans une impasse, eh bien la seule solution c'est de revenir devant les électeurs et les électrices. Jean-Luc Mélenchon, il annonce toujours dans Ouest France que dès demain, les dirigeants de la NUP discuteront de la suite de la marche de cet après-midi. C'est quoi la suite? Est-ce que par exemple, vous pourriez venir soutenir le mouvement de grève interprofessionnelle d'après-demain? Ça, évidemment, on ira le soutenir. Vous marcherez aussi après-demain? Oui, mais comme on le fait à chaque fois, vous nous avez vu le 22, le 29, nous étions à chaque fois à ces marches organisées par les syndicats. Je pense que c'est important. Nous, ce qu'on va proposer pour la suite, alors on va en discuter, donc je peux pas vous dire maintenant, mais nous, on prend une place qui est une place, je crois, importante, qui est celle de dire notamment, il faut aussi organiser des choses le week-end pour celles et ceux qui ne peuvent pas faire grève, pour tous ceux qui ne peuvent pas s'absenter la semaine, notamment parce qu'ils sont étudiants ou pour plein d'autres raisons, et donc qui permettent d'avoir des temps de mobilisation qui sont importants, justement, lors de ces week-ends. On dirait que vous répondez presque à Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui était écouté sur ce plateau avant-hier. Ça n'a rien à voir. Vous avez remarqué que les slogans sont pas tout à fait les mêmes. Nous, c'est pas contre la vie chère, c'est pour l'augmentation des salaires. Cette nuance, elle est importante. Augmenter les salaires, c'est pas la même chose que la lutte contre la vie chère. Le gouvernement, avec son texte sur le pouvoir d'achat, prétendait lutter contre la vie chère aussi. Philippe Martinez, voilà, qui trouve qu'il n'y a aucun rapport, donc ça n'a rien à voir, il le dit 4 fois, hein, entre cette marche de cet après-midi et sa grève d'après-demain. Bah pourtant, l'augmentation des salaires fait partie des revendications de la marche aujourd'hui. Et puis je pense que c'est cette marche d'aujourd'hui et le mouvement qu'il y a mardi ont en commun un profond dégoût contre la politique des riches. Et surtout, on tient un fil de l'histoire parce que, comme en 1947, nous allons dire Union populaire contre la vie chère, comme en 1973, nous allons dire à bas l'inflation, effrayer les patrons. Mathilde Panot, en sortant de ce studio, vous irez à Paris, square Samuel Paty, pour un dépôt de gerbes en hommage à Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie assassiné il y a 2 ans, pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Il y a une montée en puissance des signalements pour port de tenues religieuses à l'école et votre collègue Éric Ciotti à l'Assemblée propose, par une loi, d'interdire les vêtements religieux à l'école. Est-ce que votre groupe a la moindre chance de voter cette loi ? Non, en fait, bon, je pense qu'on fait un hommage à Samuel Paty parce que il faut ne rien oublier, ne rien céder sur la question des libertés et rappeler toujours inlassablement que les professeurs dans son pays sont ceux qui œuvrent pour l'émancipation, notamment des plus jeunes de notre pays. Mais je pense qu'une des choses qu'on ne doit jamais rien céder aux actes terroristes, c'est la question de la division. Et donc, je ne pense pas que ce soit les propositions de M. Ciotti qui régleront des questions. Donc, nous devons travailler à l'unité du pays. Voilà, la loi actuelle suffit, c'est ce que vous dites, la loi de 2004 notamment. Merci beaucoup Mathilde Panot, présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée, invitée du 8h30.